Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Tekhenu, l'obélisque du soleil, un jeu édité par Board & Dice à l'international, mais Pixie Games pour la partie francophone. Dans Tekhenu, vous êtes des nobles et vous allez participer à la construction d'un temple pour Amon-Ra. Et tout va tourner autour d'une obélisque qui va projeter son ombre sur le plateau de jeu. Et vous allez avoir des parties du jeu qui vont être dans la pénombre, d'autres dans le soleil et enfin dans l'obscurité. Et tout ceci va pivoter et va donc changer les zones du plateau qui seront dans le soleil, dans la pénombre ou dans l'obscurité. Chaque zone du plateau est dédiée à un dieu. Et donc on va avoir 6 dieux tout autour du jeu et on va leur faire des offrandes, somme toute, afin qu'ils puissent nous aider dans la création de ce grand temple. Mais vous allez aussi avoir besoin de ressources afin de construire cette pyramide, de nourrir les ouvriers ou même simplement d'écrire les plans ou de raconter votre histoire. Et pour cela, vous avez des ressources telles que du papyrus, du marbre, du pain ou du granit. Et on aura besoin d'un petit peu de tout cela pour réaliser notre objectif. Tout ça est donc représenté par des dés. Il y a 4 couleurs de dés qui représentent le marbre, le granit, le pain ou le papyrus, et puis une couleur neutre qui ne représente aucune des 4 ressources principales, mais qui va être utilisée donc logiquement uniquement pour les dieux. À chaque fois qu'on prendra un dé quelque part, selon la zone dans laquelle on va le prendre, donc on va activer le pouvoir du dieu ou faire une récolte afin de disposer des ressources nécessaires au travail. Alors première remarque, cette belle obélisque qui est au milieu du jeu, son problème c'est qu'elle est au milieu du jeu. Si elle sert à tourner le rond central et qu'elle donne une partie de son nom au jeu, son souci c'est que les gens qui sont ici ne voient pas bien ce qui se passe derrière, ne voient pas les dés qui sont cachés par celle-ci et rapidement les joueurs placés autour de la table vont réclamer de l'enlever simplement pour voir un petit peu plus clair. Ce qui veut dire que même si elle est très jolie, elle va peut-être pas rester très longtemps sur votre plateau. Donc ne jetez pas le petit jeton que vous avez utilisé pour dépuncher et placer l'obélisque parce que vous risquez fort de le remettre afin de masquer le trou et de pouvoir jouer sans avoir un problème de vision. Ça c'est une première chose. Maintenant qu'on est un petit peu plus clair dans le plateau, voyons les détails. Il y a pour chaque dieu 3 zones spécifiques. Il y a la zone interdite, la zone corrompue et la zone pure. À quoi ça sert? Eh bien, ça va définir les dés que vous allez pouvoir prendre et où ils vont aller sur votre plateau personnel. Parce que à chaque tour de jeu, vous allez prendre un des dés de la zone qui vous plaît, à ceci près que vous ne pouvez pas prendre un dé interdit. Et ce dé, il va aller tel quel sur un des 2 côtés de la balance. Il y a une balance pour le corrompu et une balance pour le pur. Cela va servir à quoi? Eh bien, tous les 4 tours de jeu, il y aura la balance qui sera faite, c'est le jugement de maths, qui va définir un petit peu si vous avez plutôt agi en tant qu'homme pur ou homme corrompu. Et ceci va donc avoir un impact sur le résultat de la balance en sachant qu'il faut être le plus proche de l'équilibre pour ne pas avoir de pénalité ou au moins être plutôt du côté des purs plutôt que du côté corrompu. Ce positionnement des dés va dépendre de l'ombre projetée par cette fameuse obélisque. Au fur et à mesure qu'elle va tourner, les dés qui étaient présents vont ainsi varier de la partie pure à la partie interdite, sachant que les gris sont toujours dans la zone corrompue. Sur chaque zone, ainsi, on vous dit, eh bien, pour la partie claire, le noir et le brun sont interdits, le gris et le jaune sont en corrompu et seul le blanc se trouve dans la partie pure. Mais quand on aura tourné et qu'ils arriveront dans la partie ombre, en fait, on va retrouver plus ou moins l'inverse, c'est-à-dire que le blanc va aller dans la partie interdite, ainsi que le jaune, et le noir va aller en pur, le gris reste toujours en corrompu, et le brun va aussi être en corrompu. Donc, les dés qui ne pouvaient pas être pris, au fur et à mesure que l'ombre va changer de position, ils vont devenir accessibles, et les joueurs pourront ainsi les récupérer. La première chose que l'on fait quand on place le jeu, effectivement, outre le fait de tirer 3 dés dans chaque zone et de les mettre selon le plateau central, on va aussi placer les 2 jetons qui sont le jeton de décompte intermédiaire et de décompte final. Le décompte final par rapport à la flèche qui indique à l'endroit où on se trouve, il est à 2 zones
de celle-ci, tandis que le décompte intermédiaire est à 4 zones. Il va y avoir 16 tours dans l'ensemble du jeu qui se déroulent de la manière suivante. La première chose à faire, c'est donc de prendre un dé et de l'activer pour sa partie ressources ou sa partie dieu, pour la zone où il est ou pour les ressources. On va voir le détail juste après. Il va aller du côté pur parce que je l'ai pris en pur. Les autres joueurs vont jouer. Je vais choisir un dé ailleurs comme il me plaît. C'est une zone corrompue, je vais le mettre en corrompu. Quand tous les joueurs auront joué 2 dés, le plateau va tourner d'un cran. En tournant d'un cran, on va devoir revoir le positionnement. Donc ici c'était blanc, c'est resté blanc, donc pas de changement. Là on a changé de couleur, eh bien le noir devient corrompu, le brun devient pur, les gris sont toujours au centre, le blanc devient interdit, le brun devient corrompu. Ici ça devient corrompu, ça devient pur, et celui-ci, le noir, reste à la même place vu qu'on n'a pas tourné. Après avoir tourné la roue et replacé les dés, je vais piocher dans le sac autant de dés qu'il y a de joueurs, les lancer et en fait je vais recharger les zones qui sont dans la pénombre. Les zones dans la pénombre, donc ici on commence toujours par la plus proche de la flèche dans le sens horaire. Voilà, ça me donne ceci et cela. Et puis l'autre pénombre, 6 et 6, du corrompu et du pur. Il n'y a plus rien logiquement dans votre sac parce qu'au début du jeu, vous allez placer un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. Petite erreur dans les règles placées dans la boîte de base, ce ne sont pas à 2 joueurs 4 dés de chaque sorte qu'il faut placer, mais 4 dés pour chaque couleur de production et 6 dés gris parce que sinon vous allez avoir un problème, vous n'auriez que 2 dés dans le sac. Et donc faites attention à ceci. Ceci étant réglé, j'ai joué, j'ai fait tourner, j'ai réglé mon positionnement de dés, je vais passer à la phase suivante. Phase suivante, je reprends des dés par rapport à ce qui est disponible ici. Imaginons je prends ceci, hop, je le mets en pur, c'est un pur, je fais l'action. Je prends ceci, clac, je le mets en corrompu, je fais l'action aussi. J'ai encore joué 2 tours, je vais donc avoir encore une rotation. Voilà. Ma flèche arrive ici. Aucun impact parce qu'on n'a pas encore fait le premier décompte, donc on ne va pas faire le deuxième. Par contre, après 4 dés sur mon plateau de jeu, il y a le jugement de maths. En plus de la réorganisation des dés sur le plateau, on va voir qui est le plus à l'équilibre entre le pur et le corrompu au niveau de vos actions et on va ainsi réguler l'ordre du tour. Alors l'ordre du tour va se régler comment? Eh bien en regardant pour chaque joueur la différence dans sa balance et on va placer son marqueur là-bas où on se trouve dans la différence. Si on est plutôt une différence négative du côté corrompu, on va aller par ici. Si on est plutôt positif côté pur, on va aller par là. Ici, j'ai bien joué. J'ai réussi à faire 5-5, donc je vais avoir une balance neutre. Si l'autre joueur était par exemple avec une valeur plus importante, ou si je m'étais moi-même trompé, allez, imaginons, soyons fous, j'aurais quelque chose ainsi, je serais à 10 contre 5, eh bien, je serai à moins 5 et il y aura un impact, je perdrai 1 point de victoire parce que j'ai été plus corrompu que la norme. 1 point de victoire, c'est pour ça qu'on commence à 10 points de victoire au début du jeu, c'est pour justement en perdre éventuellement. C'est 1 point, 2 points, 3 points, que vous soyez à moins 10 ou plus, ça ne change plus rien à ce niveau-là. L'autre joueur va aussi faire sa différence et on va donc avoir ses propres points au niveau de la balance. Imaginons qu'il ait un score positif, il sera à 4. Et quand ceci est fait, on va pouvoir redéfinir l'ordre du tour. L'ordre du tour n'est pas lié au fait qu'on est allé plutôt en corrompu ou en pur, mais bien le plus proche de l'équilibre. Autrement dit, ici je suis à 4 face à moins 5 au niveau de la ligne, et bien c'est bien orange qui serait premier joueur et mauve qui serait deuxième joueur. Imaginons que le mauve n'était qu'à moins 3, même si orange est pur, c'est lui qui sera deuxième joueur et le mauve sera premier joueur. Donc il va y avoir une différence selon l'endroit où on se trouve par rapport à l'équilibre. Le 0 est le plus intéressant. Mais que se passerait-il si on était par exemple 1 à 2 et l'autre à moins 2? Eh bien la manière de départager les gens, ce serait fait via ces cartes-ci. Au début du jeu, après avoir fait la mise en place, selon le premier joueur du premier tour, on va pouvoir choisir entre
ces 4 cartes et avoir le bonus qui est associé. Je reviendrai sur les bonus plus tard. On va donc pouvoir voir si moi je suis à égalité, que j'ai le 2 et que l'autre a le 0, eh bien c'est moi le plus fort parce que j'ai le numéro le plus important. Plus le numéro est important, plus le bonus est faible. Donc il y avait un intérêt à prendre les valeurs les plus petites. L'ordre de tour est redéfini. Dans le nouvel ordre du tour, on rechoisit les cartes que l'on a donc rendues pour reprendre les bonus. Et puis, tout comme précédemment, on va devoir recharger le plateau. Sauf que je vous ai dit, il n'y a plus de dés. Eh bien, chaque joueur va ainsi pouvoir remettre ses 4 dés dans le sac et on va pouvoir repiocher pour replacer 2 dés dans chaque zone. On va continuer donc à jouer ainsi en reprenant 2 dés, en faisant tourner, en repiochant des dés, en les remettant dans la zone, en réorganisant, en jouant 2 dés, on va retourner, on va arriver ici. À nouveau 4 dés dans le jeu, il y a donc un nouveau jugement de maths, on va revoir l'ordre du tour, on va récupérer une ressource. C'est pareil, tous les 4 dés, on a toujours la même gestion. Mais cette fois-ci, on est en plus sur la zone de décompte intermédiaire. Et donc, dans le décompte intermédiaire, on va s'occuper de toutes les parties avec un petit sablier blanc, c'est le premier décompte, sachant que le dernier décompte sur ça, les sabliers blancs plus les sabliers jaunes. Et donc, on va repartir sur tout le plateau de jeu et avoir des points de victoire dans cette zone-ci, dans cette zone-là, dans cette zone-ci, ici pour les statuts, pour la ligne de ressources, et on va devoir payer pour les bâtiments qui se trouvent à ce niveau-là. À la fin du jeu, on aura en plus le positionnement selon l'ordre du tour, ainsi que les cartes d'objectifs que l'on aura ici. Alors ces cartes d'objectifs sont les décrets. Au début du jeu, vous en avez 2, et vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez garder, laquelle vous allez défausser. Ces décrets sont des objectifs, c'est une manière de gagner des points de victoire, donc vous savez un petit peu dès le départ, selon l'objectif, selon le décret que vous allez prendre, quelle voie vous allez essayer de prendre pour avoir des points de victoire. Dans le jeu, on pourra avoir des décrets aussi quand elles seront disponibles dans ces zones-ci, que vous pourrez aller chercher, et on pourra valoriser maximum 3 décrets sur l'ensemble du jeu, les décrets qui auront des symboles différents. Donc si j'ai 2 décrets avec les mêmes symboles, je ne pourrai en valider qu'un des 2. Et on va continuer, 2D, 2D, un jugement de maths, 2D, 2D, et on arrivera donc dans la zone finale. C'est 8 pivots au niveau du jeu, 2 dés à chaque fois pour un pivot, donc c'est bien 16 dés sur l'ensemble de la partie, donc 16 tours de jeu. Quand je prends mon dé, je vous ai dit, vous activez soit le dieu qui est associé à la position du dé, soit vous allez l'utiliser pour faire de la production. Eh bien, parlons de la production en premier, c'est le plus simple. Si je prends un dé papyrus jaune pour produire, je le prends donc je le mets ici en pur parce que j'ai récupéré de la zone pure, et je vais produire du papyrus. Je peux en produire 3, mais j'ai une capacité de stockage, de gestion, qui est limitée à 2. Donc pour chaque type de produit, on a ici un marqueur de stockage. Si j'étais à 4, je pourrais tout garder. Si je suis à 2, effectivement, je ne vais en garder que 2. Et le troisième, tout ce qui est surnuméraire, va aller dans la partie corruption et va valoir 1 point de corruption en plus du reste. Donc c'est plus facile d'avoir des points côté corruption que de gagner des points côté pur, vu que si vous produisez trop, automatiquement ça va aller du côté de la corruption et ça va donc faire pencher la balance de ce côté-là. Autrement dit, les dés purs sont plus intéressants dès le départ à prendre tant qu'ils sont disponibles parce que vous pourrez facilement faire la pointe en surconsommant, somme toute, en cas de besoin. C'est donc valable pour tous les dés qui représentent une production, et donc sauf le gris qui ne permet pas de faire ça. Si ça ne permet pas de faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce que je peux faire, c'est uniquement activer la zone qui est associée à son positionnement. Cette zone, c'est quoi? Eh bien, chaque zone est associée à un dieu. Alors, le premier dieu, c'est Bastet ici. Imaginons que je prends le 3, hop, je le mets côté corruption. Je vais avoir droit de payer 2 papyrus, pour avancer en bonheur. Le bonheur, il est ici. On ne dira pas, il est où le bonheur? Il est là le bonheur. Et je peux donc avancer de 3, c'est la valeur de mon dé, au niveau de mes petits pions de bonheur. Là, le bonheur, on a le symbole à côté au niveau du positionnement. Et là, j'ai la population. Eh bien, le bonheur peut arriver jusqu'au niveau de la population parce que j'avance de 3.
Si j'étais avancé de 6, je me serais limité au niveau de la population. Donc je ne peux pas aller plus loin que ma population, je serai systématiquement arrêté par celle-ci. Outre le fait que je vais avancer de 3, comme c'était un 3 ou un 4, je vais gagner un scribe. Un scribe, c'est très intéressant parce qu'il va me permettre de faire jusqu'à plus 2 ou moins 2. Et donc c'est très intéressant vu que je vais pouvoir transformer un 3 en 5 ou en 1, mais aussi en 4 ou en 2. C'est maximum 2 dans un sens ou dans l'autre. Un 1 ne permet pas de passer du côté 6, un 6 ne permet pas de passer du côté 1. Et on ne va pas plus haut que 6 non plus. Un scribe, c'est pour changer la valeur. 2 scribes, ça fait une action Anubis. Et l'action Anubis, c'est une action très puissante dans le jeu parce qu'elle vous permet d'aller chercher n'importe quel dé qui se trouve n'importe où, de le prendre tel quel, pas en changer la valeur. Si je dois en changer la valeur, je dois jouer un scribe de plus. Mais je peux aller chercher même un dé corrompu. Et je vais le jouer pour la partie que je désire. Donc, très puissant parce que par moment, il y aura peut-être plus de dés dans une zone parce que tous les joueurs les auront simplement pris. Et donc, grâce à ça, je peux quand même aller activer une zone dans laquelle je n'ai pas de dés parce que j'ai été le chercher ailleurs et j'active le dieu associé. Donc, très très puissant de pouvoir aller chercher le dé que j'ai envie n'importe où. Je vois qu'il n'avait pas été remis vu que je n'ai pas modifié le plateau au fur et à mesure des rotations. Le bonheur, justement, il va servir à quoi? Il va servir juste à côté. Ici, chez Tot, quand on prend un dé, on va pouvoir aller chercher une carte. Il y a 4 zones au niveau des cartes. Ces zones-là sont associées aux couleurs du plateau et c'est votre bonheur qui définira jusqu'à quelle zone vous pouvez choisir des cartes. Ici, je suis dans la zone rouge, donc je peux prendre dans ce bloc-là. Orange n'est pas encore avancé, donc il ne peut prendre que parmi les 3 premières. Quand je vais avancer au fur et à mesure du jeu mon marqueur de population, eh bien, dès que ce marqueur arrive sur une zone avec une nouvelle couleur, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement charger les zones. Alors, remarquez, ce sont les mêmes cartes. Qu'importe la partie du jeu où vous allez, il n'y aura pas des cartes qui vont être plus puissantes à un moment ou à un autre. La seule différence, c'est que les décrets n'apparaissent que dans la partie verte et on en a plus dans la partie bleue. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je vais chercher, ici j'ai pris un 1, quand je vais chercher, je vais prendre un nombre de cartes selon la valeur du dé que j'ai récupéré. Et en plus, je vais payer éventuellement des papyrus. Un 1, je prends une carte. Je pouvais la prendre ici ou là-bas. Par contre, quand je prends 2 cartes, quand j'aurai payé les papyrus, je suis obligé de la prendre dans une zone. Je ne peux pas dire je prends cette carte-ci et cette carte-là. Ou plus par là et par ici. Donc, je prends mes 2 cartes dans rouge, dans beige, parce que j'ai le droit au niveau de mon bonheur, mais pas un panachage d'un côté ou de l'autre. Les cartes font quoi? Eh bien, il y a 3 types de cartes. Je vous ai dit des décrets qui vont permettre d'avoir des points de victoire en fin de jeu. Pour les autres, les cartes blanches sont des cartes one-shot. Donc, je vais avoir leur bonus quand je ferai une action spécifique. À chaque fois, c'est indiqué à quel moment vous pouvez le faire en haut de la carte. Tandis que les cartes beige sont des cartes à pouvoir continu. Et donc, à chaque fois que je ferai telle ou telle action, j'aurai un bonus sur l'ensemble de mon jeu. Le petit symbole ici, c'est si je paye un papyrus avant de faire l'action de mon dé, je peux enlever toutes les cartes d'une zone parce qu'elles ne me plaisent pas, les renvoyer à la défausse en dessous des cartes ici et recharger avec de nouvelles cartes. Et je devrais alors choisir parmi les nouvelles cartes qui viendront en jeu. Je ne peux pas le faire plusieurs fois, je ne le fais qu'une seule fois, je fais une rotation, je ne cherche pas une carte spécifique, je vais pouvoir simplement mettre un petit peu de truc plus intéressant par rapport à mon objectif que ce que je n'avais au départ. Vient ensuite Osiris. Osiris va me permettre de construire un atelier ou une carrière. Selon le dé que je vais prendre, ici un 3 par exemple, hop, je place là-bas. Après avoir pris mon 3, je vais payer donc un bonheur. C'est pour ça qu'on commence à 2 bonheurs pour y aller éventuellement au début de jeu. Afin de construire un de mes bâtiments, le premier bâtiment, la construction est gratuite. Sur la ligne du numéro que je viens de prendre, donc j'ai pris un 3, je peux le placer sur une de ces zones-ci. Il y a ici 2 ateliers, l'atelier de pain et l'atelier papyrus, et 2 carrières, celle de marbre et celle de granit. Selon l'endroit où je le place, plus personne d'autre ne pourrait y aller, je vais recevoir la ressource qui est indiquée tout en haut, donc ici un papyrus par exemple, et je vais avancer mon papyrus et mon pain d'une case. Donc c'est comme ceci que je vais pouvoir augmenter ce que je récupère lors d'une production.
Quand j'ai le dé qu'importe la ligne, je vais avoir le même type de pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je vais plus bas et des dés plus importants, je vais avoir plus de ressources d'un coup. Donc ici, 2 papyrus plutôt qu'un seul. Et je vais avancer de 2 en papyrus plus une fois où je veux. Donc je pourrais très bien ainsi arriver plus facilement tout en haut en plaçant une deuxième maison sur un coup futur dans cette position-là. Alors l'intérêt, ce sera d'avoir la zone maximum et donc d'avoir 2 points de victoire lors de chaque décompte. Alors il va y avoir, lors du décompte, ici c'est indiqué, pour chaque colonne, on va attribuer des points de victoire selon la majorité qu'il y a dans la colonne. Ici donc, j'ai 2 mauves, j'aurai la majorité. Si l'orange venait se placer ici par exemple, eh bien il aurait aussi la majorité parce qu'il est seul. Par contre, si j'étais avec l'orange sur une même ligne, 1-1, comment ça se passerait? Eh bien, c'est le joueur qui est placé le plus haut qui gagnerait l'égalité. Parce qu'il a gagné moins dans son positionnement, il a un bonus d'égalité. Alors si on fait attention, on voit que la première ligne, donc, qui permet d'avoir le plus grand bonus, est la même au niveau récupération de valeur que la deuxième ligne. Pourquoi? En fait, la deuxième ligne, au final, est beaucoup moins intéressante que la première. Du coup, il y a un petit incitant. Le premier joueur qui s'y mettra aura un or en bonus. L'or, c'est quoi? En fait, l'or, c'est un joker. Il remplace n'importe quelle ressource. Au début du jeu, vous en avez tous un. Après Osiris, il y a Horus. Horus va me permettre de construire des statues en payant du granit. Alors, combien de granit je vais payer? Ça va dépendre de quelle statue vous placez. La première statue que vous placez a besoin de 4 granites. Donc, je paye mon granit, je prends ma statue et je la positionne. Je la positionne où? Eh bien, ça va dépendre du dé que j'ai récupéré. Si j'ai récupéré un 3, eh bien, je vais pouvoir la placer au niveau de basse-tête, donc ici, sur la première position de statue. Attention qu'il y a ici tout autour un nombre de statues que l'on peut voir de 3 par zone, mais 3 si on est 4 joueurs. Si on est 2, il n'y a qu'une seule statue disponible, il faut être 3 pour en avoir 2 et 4 pour en avoir 3. L'intérêt, c'est d'avoir un bonus à chaque fois qu'un joueur va aller activer la zone. Ici, basse-tête, à partir de maintenant, quand un joueur va activer basse-tête, je vais pouvoir gagner soit un marbre, soit un granit. Alors, quand un joueur va activer basse-tête, ça dépend en fait du nombre de joueurs que vous êtes. Quand vous êtes 3 ou 4 joueurs, c'est à chaque fois qu'un autre joueur va activer basse-tête. Quand vous êtes 2, c'est quand n'importe quel joueur, vous y compris, va activer le dieu. Et à 3 et à 2 joueurs, dès que vous placez votre statue, vous gagnez une première fois le bonus. À 4 joueurs, vous ne le gagnez pas. Donc, des petites différences selon le nombre de joueurs pour l'activité ici. Il y a 2 zones qui ne demandent pas de valeur de dé. Donc, qu'importe le dé, que j'ai pris un 3, un 6, un 1, ça ne change rien du tout. C'est aller construire des statues pour le peuple. Alors, il y a 2 endroits pour les statues, ici et là-bas. Si je mets ma statue ici, eh bien, je vais directement récupérer l'or qui est présent. Il n'y a qu'une seule place de statue aussi. Hop, l'or, c'est pour moi. La différence, c'est que cette statue-ci vaut pour les 2 colonnes et compte pour un positionnement. Donc, cette égalité ici, alors que c'était orange qui était le plus haut, on était à 1-1, elle va être cassée parce qu'en fait maintenant on est 2 contre 1. On est 2 aussi dans cette zone-ci. Dans un cas comme celui-ci par exemple, ça ne change rien pour la première colonne. Ici, on est 1 contre 1, mais c'est l'orange qui va gagner la majorité parce que je vous ai dit, c'est celui qui est le plus haut dans les lignes. Ceci n'est pas une ligne, donc c'est bien orange qui va gagner. Petite subtilité sur la zone, ce n'est pas une ligne de construction, donc elle ne compte pas. Elle rajoute un point pour la colonne, mais pas au niveau de la ligne. Faites bien attention à ça. L'autre zone est ici. Pareil, si je construis ici, je vais récupérer l'or qui était là-bas et il y aura un impact sur la construction du temple, mais j'y reviendrai plus tard quand on aura vu le temple. On approche du temple parce qu'ici, on va pouvoir placer des colonnes. Des colonnes dans ce temple, justement. Donc, en jouant Ra, c'est son temple quand même, on va pouvoir aller chercher le dé et chercher la tuile qui est associée au numéro pris par le dé. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette zone-ci. Au niveau de la construction, pour chaque tuile, il y a tout en haut les ressources qui doivent être payées pour le construire. C'est toujours du granit et du marbre. Ici, 2 marbres, 1 granit, et je vais pouvoir aller construire ma tuile. Il y a des points de victoire associés au numéro du dé que vous allez prendre. Et il y a aussi le symbole du bonus qu'il y a à l'intérieur. Ça,
ce n'est pas automatique. Vous n'avez ce qui est noté ici dedans que si l'intérieur colle avec l'ombre actuelle de la zone. Donc ici, on est dans la pénombre, ça c'est sombre, donc ce n'est pas la même chose, je n'aurai pas le bonus. Pour avoir le bonus, j'aurais dû prendre celui-ci, qui était dans la même couleur que la zone actuellement de rat, et alors j'aurais eu les 2 or qui vont avec. Donc peut-être plus intéressant de prendre le 3 si je veux avoir le bonus. Peut-être que je n'ai pas les ressources pour le faire, et je n'aurai pas 3 points de victoire, mais seulement 2. Quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes dans la pénombre, et ici quand vous êtes dans la partie ombrée. Ce n'est donc pas nécessairement facile de prendre le symbole que vous voulez avec le dé qui est disponible au moment où l'ombre se porte bien sur la zone. Il y a des cartes qui vous permettent de faire fi de la partie ombrée du jeu. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ensuite, ce que j'ai été prendre, je vais pouvoir aller le placer ici. Vous avez toutes les actions qui sont à faire par rapport à ceci. La première chose, quand je vais le placer, je vais marquer des points de victoire. Un point de victoire par construction, donc on pourra avoir des constructions sur les lignes ou sur les colonnes, et bien je vais avoir un point de victoire par construction, donc un point pour ça, un point pour ça, quand je le place, 2 points de victoire ici. Je veux aussi avoir des points de victoire par rapport à tout ce qui est adjacent au niveau des couleurs. Vous voyez qu'il y a des couleurs tout autour de la tuile, et il y a aussi des couleurs tout autour ici. Et bien quand je place une tuile, ici par exemple verte, si je la mettais ici, j'aurais un point de victoire parce que c'est beige sur beige et un point de victoire parce que c'est vert sur vert. S'il y avait d'autres constructions déjà présentes sur le terrain avant, comme ceci par exemple, eh bien je pourrais aussi avoir le vert contre vert et avoir un point de victoire. Donc, ce sont les points de victoire associés au positionnement. Et puis, il y a les points de victoire associés à ce que vous avez écrasé. Eh bien, si j'écrase un or, je vais récupérer un or. Donc, vous avez toutes des ressources tout autour. Alors, ce petit symbole-ci, je n'en ai pas encore parlé, ce sont des jetons qui vous permettent de faire des modifications au niveau de votre balance. Elles vont donc se placer ici. Elles doivent être utilisées lors du jugement de maths. Si elles ne sont pas utilisées, elles sont défaussées. Donc c'est temporaire. Et bien par exemple ici, lors du jugement, j'étais 7, donc les 6 plus le petit surplus de production que j'étais là, contre 4. Et bien je pourrais mettre ces 3 jetons-ci lors du jugement pour faire 7 contre 7 et donc avoir un équilibre parfait, le bonheur, une bonne chance d'être premier joueur, parce qu'il faut que chacun fasse le même équilibre pour qu'il puisse me battre. Mais donc je suis très bien. Si par contre j'en ai pas besoin et je les utilise pas, eh bien elles sont systématiquement défaussées, donc vous ne savez pas les garder d'un tour à l'autre. En construisant dans un coin, par exemple ici, vert, vert, beige, beige, eh bien je fais un +1 au niveau des points de victoire de ce qui est adjacent, et donc j'ai non pas 2 points de victoire pour les 2 zones colorées, mais 4 points de victoire, 2 par zone, simplement. On en vient à Hathor, ici, qui est donc la partie vraiment dédiée au temple, où on va construire autour du temple des bâtiments. Ces bâtiments-ci, on les paye en pain. Combien? Eh bien, ça dépend de l'endroit où on les met. Il y a indiqué 4, 3, 2, dans un sens comme dans l'autre par rapport au centre, et la même chose sur les lignes en dessous. La différence, c'est qu'il faut être 3 joueurs pour jouer au moins avec ces 2 zones-ci, et 4 joueurs pour avoir celle-ci. À 2 joueurs, on jouera donc avec la partie simple, ici, pour placer nos bâtiments. Donc je paye en pain, je place mon bâtiment, et je vais alors avoir plusieurs choses. Je vais d'abord avoir des ressources sur toute la colonne ou toute la ligne sur laquelle je viens de placer mon bâtiment. Mais je ne vais avoir des ressources qu'une fois pour chaque case. Un pain, un papyrus, un marbre, un granit. Cette carte-ci n'active pas de point de victoire vu qu'on ne place pas de tuiles à ce moment-là. Donc c'est un petit peu plus perdu par ici, c'est pour ça qu'elle ne coûte que 2. Alors, ça va directement dans mon stock. Et ensuite, je vais marquer des points de victoire par colonne qui m'appartiennent. Ah, j'ai oublié de placer la colonne. J'ai placé le jeton, j'ai oublié de placer la colonne quand je l'ai mis. Une colonne qui se trouve sur la zone où j'ai construit. Donc ici, 3 points de victoire pour moi. Je vous rappelle quand on place la construction donc avec la colonne, ne l'oubliez pas, vous avez un point de victoire par bâtiment déjà existant. Quand vous placez le bâtiment après la colonne, vous allez avoir 3 points de victoire par colonne. La différence, c'est que quand vous placez la colonne, c'est un point de victoire par bâtiment qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas, tandis que quand vous placez votre bâtiment, c'est par colonne qui vous appartient. C'est la petite différence, c'est le symbole ici avec le bonhomme et le point d'exclamation qui veut dire que c'est au joueur qui est en train de jouer. Et enfin,
Selon le dé que vous allez prendre, imaginons ici un 5, vous allez avancer votre marqueur de population. C'est ainsi que votre marqueur de population progresse de la valeur du dé. Donc ici 5 plus 5, 10. Quelqu'un a déjà chargé les verts, donc je ne dois plus le faire. Quand j'arriverai dans la zone bleue, eh bien, on activera toutes les cartes bleues au niveau du jeu. Hop, je vais remettre ici. Et je peux ainsi aller jusqu'au bout. Remarquez qu'il y a des petits symboles ici, des petits bonus qui existent au niveau des avancées. Ces bonus-ci ne sont disponibles que lorsque c'est votre marqueur de bonheur qui rejoint la zone. Donc ici, quand j'arriverai au 16 avec le bonheur, outre le fait que j'aurai de toute façon accès à la zone bleue pour prendre des cartes, j'aurai alors un or. Idem pour ici les deux zones supplémentaires. Je reviens alors maintenant sur ma statue, puisqu'on a compris comment fonctionnait la partie du temple d'Amon-Ra. Eh bien, quand je place une statue, ici, je vais, comme quand je place un bâtiment, en fait avoir 3 points de victoire par colonne qui se trouvent sur la ligne où je vais me trouver. Donc ici, en plaçant ça, si j'avais déjà une colonne à moi, toujours le symbole du joueur, eh bien j'aurais fait 3 points de victoire. Le même type d'action que quand je fais une construction normale en fait. Maintenant, revoyons dans le détail les points de victoire pour chaque décompte. Alors, on a déjà parlé ici des points de victoire pour la majorité pour chaque colonne, avec en cas d'égalité celui qui est le plus haut qui gagne, et le fait que les statues comptent pour 1 en plus pour 2 colonnes à chaque fois. Donc elles sont séparées ici par un petit symbole. Points de victoire qui sont indiqués ici. Ici, je gagne 1 point de victoire par bâtiment ou statue qui se trouve construit sur la zone. 1 point de victoire. Et 1 point de victoire par colonne du joueur multiplié par le nombre de constructions ou statues du joueur en ligne ou en colonne. Donc ici, je suis là, j'ai 1 point de victoire pour ça et j'ai 2 points de victoire pour ceci. Donc ça me ferait 3 points de victoire pour ma colonne vu qu'il y a 3 constructions sur la ligne ou colonne par rapport à sa positionnement. Des points de victoire ici. Je vous ai dit, les points de victoire de fin de jeu, il faut être au moins 3 joueurs pour que le deuxième joueur, après le jugement de maths, ait 2 points de victoire, sinon 3 points de victoire pour le premier. N'oubliez pas quand vous faites les jugements de perdre les points de victoire ici. Puis ici, vous avez les points de victoire par rapport au bonheur. Le bonheur, ici, au fur et à mesure qu'il avance, il y a des petits triangles. Eh bien, c'est 3 points de victoire par triangle obtenu. Donc en étant ici, j'aurai 9 points de victoire. En étant là, rien du tout. Voilà pour le plateau. Ici, le plateau personnel, chaque statue construite peut vous apporter un maximum de points de victoire. Alors, on ne fait pas la somme. Ici, c'est 1 et 3, c'est le plus grand, c'est 3 points de victoire, c'est pas 4. Sinon, ce serait un petit peu trop fort. Et on peut ainsi aller jusqu'à 21 points de victoire si on a construit ces 6 statues. Il y a 2 points de victoire pour chaque marqueur qui serait arrivé tout en haut. Et ici, on va payer des pains à chaque décompte selon le nombre de bâtiments construits. Donc ici, j'ai construit 4 bâtiments, je dois donc payer 1 et 1, 2 pains. Par pain que je ne sais pas payer, je perds 3 points de victoire. Attention, si vous allez beaucoup plus loin au niveau des zones de construction de bâtiments, vous allez pouvoir gagner 2, 3 ou 5 points de victoire en plus, tout en ajoutant le nombre de pains à payer. Donc, à nouveau, on ne fait pas la somme, on gagne la valeur la plus grande. Reste le fait d'avoir vos cartes de décret, et donc 3 cartes maximum vont être scorées à la fin du jeu, ici cette fois-ci, donc on sera au deuxième marqueur, et on ne peut pas avoir 2 cartes dans vos 3 qui ont le même symbole, donc de toute façon ici il faudra en virer une. Là vous avez tous les points de victoire. Maintenant que vous connaissez le jeu, je peux revenir en arrière et parler de la mise en place, ou en tout cas du premier tour. Quand vous aurez défini un premier joueur, eh bien chaque joueur va pouvoir prendre une des cartes de départ. Ces cartes de départ vont vous permettre d'avoir votre ressource initiale. Il y a 12 cartes en jeu et on va en piocher autant que le nombre de joueurs fois 2 plus 1. Donc à 2 joueurs, il va y avoir 5 cartes. Le premier joueur que vous aurez tiré de la meilleure manière qu'il vous plaît va pouvoir choisir un numéro avec un bonus. Le deuxième joueur va en choisir un autre. Troisième, quatrième s'il y en a plus. Et puis on va revenir dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1 qui va prendre à nouveau une valeur et le premier va en prendre une autre. Et on aura ainsi les ressources de départ de chaque joueur. Et on va aussi ainsi définir qui est le premier joueur. On va faire la somme
des numéros qui sont placés ici. Celui qui a la plus grande valeur, 20 contre 16, c'est 20 qui sera premier joueur, 16 sera deuxième, et le premier joueur, une fois que l'ordre du tour est défini, va choisir aussi une des tuiles bonus ici, et on aura vraiment le setup de départ. On va pouvoir commencer à jouer derrière. On connaît l'ordre pour les 4 premiers tours. La modification de l'ordre du tour n'aura lieu qu'au jugement de maths, qui a lieu tous les 4 dés. Donc pour 4 dés, l'ordre du tour sera défini par ces premières cartes. Alors premier commentaire au niveau du jeu, c'est que l'ordre du tour... Alors premier commentaire au niveau du jeu, justement sur ces premières cartes et ces premiers ordres du tour, c'est qu'il est super important. À 4 joueurs, beaucoup plus qu'à 2. Mais malgré tout, le fait d'arriver premier joueur à un moment, donc que ce soit au départ ou à chaque jugement de maths, c'est l'avantage de pouvoir choisir parmi plus de dés et peut-être vider une zone. Il n'y a que 3 dés dans une zone au départ. Et donc si les 3 dés sont accessibles, ce qui n'est pas nécessairement le cas, on peut très bien avoir un dé qui est directement corrompu, voire plusieurs, eh bien il pourra y avoir peut-être qu'un ou 2 joueurs qui feront une action chez un dieu que l'on considère peut-être comme un dieu plus de départ qu'un dieu de cours de jeu. Ce qui veut dire qu'être premier joueur vous donne quand même beaucoup plus d'options. N'oubliez pas que c'est aussi le premier joueur qui, lors du premier rechargement après avoir joué 2 dés, le premier rechargement va pouvoir, lui, choisir à nouveau en premier parmi les 4 nouveaux dés ou les 8 nouveaux dés qui ont été rejoués sur le jeu. Donc l'ordre du tour est super important, ne le négligez pas, surtout si vous êtes à 4. Autre remarque, c'est une grande différence au niveau des cartes de décret. Certaines cartes de décret vont peut-être vous permettre de faire plus d'une vingtaine de points et d'autres vous en faire une dizaine. Et qui plus est, ces cartes seront peut-être plus faciles à faire parce que ça va dans l'ordre du jeu, que d'autres vont dépendre peut-être d'un autre. Il est par exemple plus difficile de gagner 10 points de victoire en construisant tous ces bâtiments, ce qui veut dire que vous allez construire 10 bâtiments, ça veut dire 10 dés de construction, il faut avoir les ressources qui vont avec, c'est pratiquement jouer tout votre jeu et vous allez gagner 10 points de victoire. Or, il y a d'autres tuiles de décret qui vous donneront par exemple 4 points de victoire par triangle atteint, sachant qu'eux-mêmes vous donnent des points de victoire en tant que tels. C'est potentiellement 20 points de victoire en visant ceci et on peut avancer de 6 en 6 assez rapidement. Donc on doit aller de 5 à 21. Et bien faire 16 d'avancée en 3D c'est possible. Il faut avancer bien sûr sa population et son marqueur de bonheur, mais malgré tout on utilisera beaucoup moins de dés pour faire ceci que pour construire tous ces bâtiments. Donc, des grandes différences dans les cartes de décret. Les cartes sont très utiles dans l'ensemble, surtout les cartes orange prises en début de jeu parce qu'elles vont permettre d'avoir des gros bonus, peut-être des bonus de points de victoire quand vous faites une action spécifique, ou ici par exemple qui vous permettent d'aller chercher n'importe quel dé qui serait mis en zone interdite, comme s'il était corrompu ou pur, et en plus vous choisissez dans quelle balance vous allez le placer. Donc des grosses différences au niveau des cartes de pouvoir. Vous le savez, c'est une partie du chaos, de la chance du jeu dans son développement. Et la dernière remarque, comme je l'ai déjà dit, c'est la force de ces scribes qui vous permettent de vous débloquer. Parce que surtout si vous êtes 4e joueur, vous allez pouvoir alors aller chercher un dé n'importe où. En récupérer essentiellement ici, sinon c'est avec des bonus divers et variés. Et la carte de 0 si vous êtes premier joueur, donc c'est une carte qui est effectivement très puissante quand vous êtes premier joueur, de pouvoir aller chercher ceci. Et ça renforce encore le côté puissance du premier joueur parce que un scribe plus aller chercher en premier les dés, c'est quand même un gros avantage à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait le tour du jeu. Vous avez toutes les règles, vous avez les avis. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!